Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, premier épisode de l'intersaison et je suis avec Geoffrey. Salut Geoffrey, ça me fait plaisir de t'entendre puisque voilà, tu avais un petit peu disparu, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, on va parler coaching carousel et du coup, ça me fait plaisir d'être avec toi. Comment vas-tu? Salut Baptiste, ça va très bien, merci. Ouais, je suis content de revenir enregistrer. On a eu un coaching carrousel très très mouvementé à tel point que du coup, on va faire un double épisode. Tout à On fait. va commencer aujourd'hui en passant des deux big conférences, la Big Ten et la Big 12. Et puis on fera un autre épisode avec la SEC et la SEC et la CC. Voilà, on va les prononcer en français pour Ah, la pas de française. confusion. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à dire en tout cas. Il s'est passé pas mal de Ouais. choses. Il y a eu des gros mouvements. Il y a eu des choses, des process un peu surprenants, des programmes qui Mhm. ont eu beaucoup de chance. Mais voilà, on On va va vous faire décrire. un petit peu le débrief de tout ça. Alors, je ne sais pas si on fera un épisode sur le Group of Six, on verra peut-être avec Maxence, je verrai, mais il y a eu du coup, puisque c'est les chaises musicales, hein, et vous allez voir qu'il y a pas mal d'entraîneurs du Power Four qui viennent maintenant du Group of Six, donc forcément, il y a aussi du changement à ce niveau-là. On fera un récap de tout ça. Geoffrey, je te propose de commencer par la Big 12. On va faire ça de façon très studieuse. On va faire ça par ordre alphabétique. Euh, donc, du côté de la Big 12, pardon, il y a 4 programmes qui ont changé d'entraîneur cette saison: Iowa State, Kansas State, Oklahoma State et Utah. Donc, on va commencer par les Cyclones. Les Cyclones, orphelins de Matt Campbell, qui est parti du côté de Penn State, hein, on en a beaucoup parlé. Et du coup, c'est Jimmy Rogers Jimmy Rogers qui était du côté d'Oiseau jusqu'à présent. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ça va pas être simple de prendre la place de Mike Campbell, hein, parce que c'était l'entraîneur le plus successful de l'histoire d'Iowa State. Donc forcément, on va dire que les chaussures sont grandes. Et Jimmy Rogers, il arrive, mais pas forcément avec une énorme expérience. J'ai envie de dire que c'est pas forcément quelque chose qui m'emballe, mais en même temps, à la place d'Iowa State, qui t'avait d'autres de dispo? C'est toujours aussi un petit peu le souci. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette arrivée de Jimmy Rogers? Déjà, oui, il arrive pour remplacer probablement le meilleur coach de l'histoire d'Iowa State. Alors, je ne vais pas prétendre connaître les 100 ans d'histoire d'Iowa State, mais ce que Matt Campbell a fait il a passé presque 10 ans là-bas en plus, si je ne dis pas de bêtises, Mm. d'un programme qui est historiquement un loser du du Power 5, hein, à l'époque. Il a quand même fait plusieurs très belles saisons. Il y a eu des finales de Big 12. Alors, bon, il n'a jamais eu de titre, Matt Campbell, je crois pas, hein, de Big 12, mais il est Non, passé non. pas loin plusieurs fois. Jimmy Rogers, à Washington State, il a fait qu'une seule saison. Il a quand même eu une situation pas simple à gérer, C'est vrai aussi. avec un effectif compliqué, un recrutement très difficile à faire avec Wazoo qui n'avait pas un calendrier très sexy et beaucoup d'incertitudes sur le programme. Donc, c'était une situation difficile. Il a quand même réussi à aller chercher un bol. Et donc, franchement, il a fait du bon travail du côté d'Oiseau. Après, Iowa State, c'est pas simple du tout comme programme, hein. Non, C'est pas un programme où tu as des très très gros boosters pour recruter. L'Iowa, c'est pas un énorme pool de talent. Et en plus de c'est ça, clair. tu as ton voisin Iowa qui est quand même plus attractif avec un Kirk Ferentz qui est là depuis longtemps, qui a des très bons résultats, même si, bon voilà, il y a eu des très bons résultats avec les receveurs, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont. Il y a quand même une bonne partie du coaching staff qui est parti à Penn State. Donc, Oui. Il y a tout c'est, à c'est, reconstruire. il y a beaucoup de choses à reconstruire. Après, je pense qu'on va lui laisser le temps. Iowa Oui. State, voilà, ils vont pas jeter leur coach au bout de 2 saisons parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils attendent. Il n'y a pas des attentes énormes autour du programme. Donc, voilà, il y a moyen de travailler, mais du coup, il va falloir être très bon sur le développement.
Et c'est quand même la Big 12, c'est quand même un cran au-dessus en termes de Mm. difficulté que ce qu'il a vu à Wazoo. Donc, en étant en plus en désavantage par rapport à beaucoup de programmes, il y a quand même pas mal soit des programmes avec des coaching staff déjà établis, ou alors avec plus d'argent qui vont circuler. Donc, ça va pas être simple, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est pour ce que Iowa State pouvait faire. Je pense que c'est quand même une bonne embauche, mais Mm. c'est pas un home run, hein, mais voilà, je pense qu'Iowa State s'en sort Mm. pas trop mal quand même. Avant Wazoo, il était quand même du côté de South Dakota State, hein, en FCS. Il avait remporté un titre national, je crois que c'est la saison 2023 ou 2022, je ne sais plus de mémoire. Donc il a quand même 2023. Je crois. Donc voilà, donc il avait quand même, voilà, il s'est gagné quand même, il s'est gagné des titres Oui, nationaux. oui. Alors peut-être en FCS, mais il s'est gagné. C'est un joueur, c'est un coach qui a été longtemps, enfin qui a été pas longtemps parce qu'il est relativement jeune, mais coordinateur défensif. Donc il va mettre une empreinte plutôt défensive à Iowa State, qui va plutôt bien au programme, moi je trouve. Donc, à Oui. voir. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il y a eu un énorme exode de la part des joueurs vers Penn State notamment, et qu'il n'a pas réussi pour l'instant à compenser, on va dire, ces pertes-là. Alors, c'est très compliqué, je pense, avec quelqu'un qui était autant ancré dans le programme comme Matt Campbell. Donc, forcément, derrière, il faut que tu vendes ton truc. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, en tout cas, c'est pas que le nom, en soi, c'est pas le nom ou la personne qui me fait peur, c'est directement les premiers signes qu'on a eus au niveau de la capacité à garder des joueurs et à attirer directement derrière. Parce que, en fait, comme vous savez, le portail des transferts s'est ouvert et s'est refermé, ce qui fait qu'on a déjà eu pas mal de modifications des effectifs. Puisqu'il n'y aura pas de portail des transferts au mois d'avril, hein, si mes souvenirs sont bons. Geoffrey, tu m'arrêtes si je dis des conneries. Il n'y a pas Donc, de transfert en avril. Après, hein, on est à un procès près que ça arrive, hein. C'est comme toujours, oui, c'est hein. clair. Non, c'est clair que vu le bordel ambiant qui est en college football actuellement, on n'est pas à l'abri que ça rebouge d'ici là. Mais toujours est-il que voilà, on a une bonne idée des effectifs qui seront là pour la saison prochaine. Et à Iowa State, ça va être un cran en dessous, je pense, que ce qu'on a connu les années McCampbell. Ceci étant dit, et Geoffrey, tu as raison, je pense qu'à Iowa State, ils seront très patients avec Jimmy Rogers et je pense qu'ils font bien. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'attendre. On ne va pas être sur un cas de Michigan, on ne va pas être sur un cas de LSU. Là, on va être sur un programme qui peut prendre son temps dans un college football qui est en pleine mutation aussi. Iowa State, voilà, c'est un programme, on va dire, un second couteau quand même historique. Et je pense que voilà, Jimmy Rogers aura le temps de le faire, comme ils ont laissé le temps à Matt Campbell aussi de poser les jalons des futurs, de ses futurs succès. Donc je pense que ça sera le cas. Donc voilà, sur le papier, ça a l'air pas mal. Les premiers signes ne sont pas extraordinaires, mais voilà, il aura l'avantage d'être d'un côté d'un programme qui laisse le temps au temps, et ça, c'est plutôt cool dans un monde où tu peux limite te faire virer au bout d'une saison quand ça ne fonctionne pas. Alors, je sais qu'ils ont. Geoffrey, je vais demander un petit peu ta notation de cette embauche-là. Comment on fait? On fait note sur 20, note sur 10, on note à l'américaine avec des lettres. Qu'est-ce qui te On plaît? est en France, hein, on va noter avec des Ah, chiffres déjà. allez, notons avec Sur des 10, chiffres. c'est bien, hein, on va noter sur 10. Allez, go Ça, 10, ouais. Très bien. ouais. Moi, je mettrais un 6-7 sur 10 par là. Hum, C'est une bonne embauche. hum. Et de toute façon, en venant de FCS, et puis ils vont chercher un head coach. Ils vont chercher quelqu'un qui a déjà été dans la position de head coach. Et ça, c'est quand même un peu plus rassurant comparé à certains programmes qui sont allés chercher des jeunes coordinateurs où il y a beaucoup, beaucoup plus d'incertitudes par rapport à ça. Ok, et ben je vais te mettre un 7 également. Et puis en plus, tu as fait une transition absolument incroyable pour le prochain programme dont on va parler. Donc, c'est les partenaires de Farmageddon d'Iowa State. On va parler des Wildcats de Kansas State. Chris Klieman a annoncé sa retraite un petit peu à la surprise générale. Non, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Geoffrey. Un petit peu timing un peu bizarre. Alors, il n'est pas Ouais, si vieux que ça. Je crois qu'il n'a même pas 60 ans, hein, il me semble. le timing est un peu bizarre. Je crois qu'il a juste un petit peu plus de 60 ans. Il doit avoir 62, Ouais. 63, mais pas, pas énorme. Il a quand Mm. même laissé une. On va parler un peu de Chris Klieman quand même, hein, parce que bon, il Bien était sûr. là que depuis 2019, entre guillemets. C'est 7-8 saisons, mais il a quand même réussi à. Il a fait un excellent travail à Kansas State, hein. Pareil, hein, Kansas State, c'est pas non plus un super, super grand vainqueur dans l'histoire du CFB. Il y a eu des très, très bons résultats. Il y a eu, il y a eu
des très bons joueurs qui sont sortis du programme, qui sont partis en NFL, qui ont fait des très très belles saisons. Mais il est parti, il n'a pas annoncé sa retraite au lendemain du match. Le timing a été un peu tard. Et du coup, bon, c'est quand même. Voilà, le timing était un peu bizarre. Un peu bizarre, ouais. De ce qu'on entend des raisons, c'est qu'il était en fait fatigué de devoir gérer en fait, tout ce qui est lié à la NIL du collège football maintenant, et de devoir faire des efforts pour retenir les joueurs qui étaient déjà dans son effectif, etc. Bon, il ne gagnait pas 10 millions par an, mais quand tu as été head coach pendant 7-8 ans, de toute façon, tu n'as plus de soucis financiers. Donc, en fait, au bout d'un moment, si ça te prend plus la tête qu'autre chose, la décision est compréhensible. Voilà. Si toi, tu veux dire un petit truc je suis sur d'accord avec Kliman toi. avant de Je pense passer. qu'il il avait un peu touché son plafond de verre finalement. Je pense on en a entendu beaucoup, notamment la saison d'avant de Kansas State, et ils n'ont jamais réussi à passer ce cap-là, parce qu'on pensait qu'avec le départ d'OU et de Texas de la Big 12, ils allaient prendre une place plus importante. Ils n'ont jamais réussi à prendre cette place-là. Donc, je ne suis pas vraiment surpris d'une certaine façon. Je pense que c'est un peu un coach à l'ancienne, et qu'avec le changement lié à la NIL, etc., je pense, comme tu dis, comme tu l'as très bien justement dit, je pense qu'au bout d'un moment, tu as gagné de l'argent. Si tu vas au boulot et que tu n'as pas envie d'y être, je pense qu'il vaut mieux prendre sa retraite. Donc, je pense que ça a été intéressant. Et donc, Kansas State s'est tourné vers quelqu'un que tu connais très bien. Tu as parlé de jeune coordinateur. C'est Colin Klein, l'ancien coordinateur donc offensif de Texas A&M et ancien joueur de Kansas State. Il revient à la maison. Sur le papier, c'est quand même pas mal. C'est un ancien joueur du cru. C'est quelqu'un qui a fait quand même du bon boulot, on va dire ça comme ça, quand même, du côté de Texas A&M. Bon boulot, ouais. Il y a du bon boulot, il y a des choses à redire un petit peu sur le play calling. Il y a eu des matchs un petit peu ratés les 2 années en fin de saison. Peut-être quand son système commençait vraiment à être un peu plus. Quand le système commençait à être vraiment connu et que le niveau de l'opposition montait, il y a eu plus de difficultés. Maintenant, comparé à ce qu'on avait sous Jimbo Fisher, ça n'avait quand même rien à voir. On avait une attaque qui ressemblait à une attaque. Il connaît très très bien le programme, puisqu'il a fait 2 ans à Texas A&M en coordinateur offensif, mais avant ça, il était déjà coordinateur offensif à Kansas State. Donc, il y a des jeunes joueurs en plus de l'effectif qu'il va déjà connaître. Pour moi, de toute façon, en fait, il venait à Texas A&M. Si ça se passait bien à Texas A&M, il était destiné à prendre le poste de head coach de Kansas State soit quand Kliman se faisait virer, ou quand Kliman décidait de partir. J'aurais supposé peut-être 1 ou 2 ans de plus, mais voilà, en tout cas, le poste lui était, ça n'a jamais été annoncé, mais en tout cas, ça ressemblait vraiment à ça, que le poste lui était prédestiné. Il allait prendre de l'expérience dans un top programme, et puis un top programme en termes de moyens, pas de résultats. Je sais que tout le monde ne me tombe pas dessus. Maintenant, voilà, faudra voir la transition de coordinateur offensif à head coach, surtout dans le college football de maintenant. Il y a quand même d'énormes différences. C'est des managers un peu comme dans le football en Angleterre, plus que vraiment des coachs tactiques. Alors, il y a encore des coachs qui gardent des places tactiques, mais il y a tellement de choses à gérer à côté. Maintenant, voilà, il connaît bien la maison. C'est un joueur iconique du programme, puisque deuxième au Heisman, derrière Johnny Manziel. Quand même un des meilleurs joueurs de l'histoire du programme. Il revient à la maison. Voilà, maintenant. Et puis biberonné à Bill Snyder, c'était son head coach à ce moment-là. Enfin, donc c'est quelqu'un du cru qui sait comment gagner aussi. Alors, c'est un nom qui revenait du côté d'Oklahoma State et qui a disparu d'un coup. Et je pense que en fait, il a dû commencer à savoir que Kleiman voulait mettre le clignoteur à droite, je pense. Et donc, voilà, il s'est un petit peu désinvesti, entre guillemets, de la recherche en tout cas de la recherche d'un programme, parce qu'il savait que son alma mater allait probablement être libre.
Donc voilà, je pense que c'était quand même quelqu'un qui était, c'était quand même un des noms en soi. C'est pas étonnant qui partent sur ce cycle du coaching carousel. Ce qui est un petit peu plus étonnant que c'est sur Kansas State parce que ça semblait quand même fonctionner à peu près correctement du côté de Manhattan, même si effectivement, comme j'ai dit, il y avait un espèce de cap qu'ils avaient du mal à passer. Il a réussi à garder quand même des joueurs. Avery Johnson, notamment le quarterback, sera de retour pour les Wildcats. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Geoffrey, on va noter maintenant si ça te va, puisque j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, à part si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Non. Après, voilà, pour revenir sur le fait qu'il ait réussi à retenir les joueurs, dans tout le monde dans le programme, c'était le successeur désigné de Chris Klieman. Donc, bien sûr. Les joueurs avec Colin Klein qui arrive, c'est une légende du programme, etc. Il y avait quand même un fort attrait, je pense, pour rester. Voilà, après, en termes de notes, ouais, c'est. Je vais mettre un 7 aussi, comme pour Iowa State. C'est un meilleur nom. Maintenant, il y a moins d'expérience en tant que head coach, puisque Jimmy Rogers, il a quand même plusieurs saisons en tant que head coach. Et voilà, il y a le nouveau. Il y a un peu plus de pression, non? Et il y a un peu plus de pression aussi, oui. Parce qu'il prend la suite de Chris Klieman. Il n'y a pas un gros mouvement d'effectifs. Il y a quand même, depuis l'arrivée de Chris Klieman, il y a quand même. Les fans de Kansas State se sont habitués à minimum aller en bowl. Donc, je pense que oui, il y a un petit peu plus de pression, oui. Puis en plus, dans ton alma mater, il y a toujours un peu plus de pression, parce qu'il y a des cas où ça se passe très mal, comme à Nebraska Scott Frost, ouais. Récemment. Non, je suis d'accord avec toi. Je vais mettre un 6, je vais pas mettre un 7, je vais mettre un 6. Parce que comment dire, le fait qu'il n'ait pas encore été head coach avant me laisse quand même à penser que la transition pourrait ne pas être simple et la transition aussi dans ton alma mater. Voilà, il y a une exigence qui va peut-être être autre que Jimmy Rogers du côté d'Iowa State. Je pense que ça peut être une bonne pioche pour le programme, mais comment dire, j'ai pas toujours été très emballé non plus par ce qu'a montré Texas A&M là sur les 2 ans où il a été coordonnateur offensif, c'est-à-dire qu'il y a eu des bonnes choses, mais je trouve qu'il n'a pas gommé, par exemple, on va parler rapidement Texas A&M, Geoffrey, il n'a pas réussi à gommer les défauts de Marcel Reed, par exemple, notamment dans les matchs qui comptaient. La fin de saison de Marcel Reed est vraiment pas bonne et ça coûte beaucoup sur les Aggies, pour la saison des Aggies. En fait, il m'a laissé une fin d'impression, tu vois, sur son rêve, enfin, en tout cas sur son parcours en tant que coordinateur offensif du côté de Texas A&M, un goût amer, tu vois. Si ça avait été 10 matchs après la saison, j'ai dit très bonne embauche. Là, j'ai envie de dire, alors c'est peut-être le biais récent qui joue, mais voilà, c'est peut-être pour ça que je mets que 6 entre guillemets plutôt que 7. Mais il y a de ça et il y a eu. Même la première saison, il y a eu des moments où, en fait, il s'entêtait. Il y a des matchs dans la première saison où, parce qu'on avait des gros problèmes de quarterback, où, d'accord, on avait des problèmes de quarterback, mais le jeu au sol n'avançait pas et il continuait juste à appeler des courses et puis des courses tout droit au milieu des gardes et ça avançait pas. Et là, les 2 derniers matchs contre Texas et contre Miami, Marcel Reed était pas impeccable du tout. Il avait du mal face à la pression qu'il subissait, etc. Et en plus contre Miami avec un vent terrible, et il s'est entêté à lancer énormément la balle. Alors oui, notre attaque a fait plus de yards que l'attaque de Miami, mais on a aussi fait 3 turnovers, je crois. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Ce qui est quand même, quand tu arrives en playoff, 3 turnovers, c'est quasiment une sentence. C'est une sentence pour la fin du match. Il y a des moments où moi, j'ai eu l'impression qu'il avait du mal à s'adapter, qu'il avait du mal à changer de son game plan initial. Maintenant, voilà, comme on l'a dit, le poste de head coach est complètement différent. Alors après, souvent, les jeunes head coach, ils vont avoir du mal à laisser partir du play call, que ce soit offensif ou défensif, en fonction de là où est-ce qu'ils viennent, parce que
ils ont l'impression qu'en faisant ça, ils gardent la main sur leur succès, en fait, puisque c'est eux qui sont en contrôle de ce truc-là, hein. Et par exemple, à Florida, purée, j'ai un trou sur le nom du head coach, mais c'est une des choses qui lui a coûté sa tête. Billy Napier, tu veux dire? Ouais, Billy Napier. Billy Napier, c'est un truc qui lui a été reproché. Il gardait le play call et il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas et il continuait à vouloir garder le play call dans une situation très difficile plutôt que de tenter le tout pour le tout. Donc bon, à voir comment ça va se passer. Mais oui, c'est une chose qui peut un peu faire. Après, le truc, c'est que si tu fais des saisons à 8-9 victoires à Kansas State et que tu as des trous d'air sur 2 ou 3 matchs, personne ne t'en voudra. Là où quand tu es à Texas A&M et que tu as les infrastructures et les moyens d'être un concurrent pour le titre national, c'est des choses qui ne pardonnent pas. Ouais. On est d'accord. Donc 7 pour toi, 6 pour moi. On va rester dans les States. On va descendre un petit peu plus au sud, du côté du plus beau État des États-Unis, dans la plus belle équipe des États-Unis. Direction Stillwater, on va parler d'Oklahoma State. Voilà, saison hyper galère, hein, du côté d'Oklahoma State, hein, de une victoire et 11 défaites malheureusement. Mike Gundy viré très très rapidement, hein, pendant la saison, après la défaite contre Tulsa en semaine 3. Donc c'est Eric Morris qui a été recruté en tant que head coach. Il vient de North Texas. Il a été à hauteur de la meilleure saison, hein, de l'histoire du Mean Green, dans toute l'histoire du programme. Donc c'est vraiment un head coach qui avait le vent en poupe. Donc très content. Il n'a pas à se déplacer très très loin puisque North Texas, voilà, c'est la banlieue nord de Dallas, et entre Dallas et Stillwater, il y a 4 heures de route. Donc ce qui est chez les États-Unis était une banlieue, on va dire ça comme ça. Il ramène beaucoup de joueurs, donc ça c'est plutôt cool. On a 65 joueurs qui sont partis sur le portail des transferts. Donc il y a vraiment tout a été changé. Donc voilà, donc moi sur le papier, je suis très emballé par cette arrivée parce qu'il ne vient pas tout seul, il vient avec son quarterback, il vient avec son running back, il vient avec ses receveurs, il vient avec ses lignes offensives. Il vient aussi avec son coordinateur défensif, et là je suis un petit peu moins content parce que ça n'a pas été une énorme défense, North Texas. Voilà, c'est compliqué quand ça concerne ton programme de cœur parce que tu as tendance à soit t'emballer, soit au contraire c'est compliqué de mesurer ses émotions. Voilà, je vais te laisser un peu parler Geoffrey, puis je reviendrai un peu derrière, mais sur le papier, c'est quand même une embauche qui est quand même plutôt bien. Et puis, comme on l'a dit en off, hein, on en a discuté un petit peu avant, ça va être excitant et ça, c'est cool, quoi. Ouais. Oui, déjà, voilà, on va commencer par parler de ça. Vous sortez de 2 saisons absolument horribles, avec une saison 2024 où en plus il y avait des grandes ambitions et tout s'est effondré. Vous enchaînez avec une saison catastrophique. Alors, il passe derrière, arrête-moi Baptiste, hein, mais je pense le meilleur coach de l'histoire du programme. Voilà, c'est pas dur non plus. Voilà, c'est pas dur non plus. L'autre haut point de l'histoire de Oklahoma State, c'est, punaise, et je fais que d'oublier les noms, Barry Sanders. Voilà. Barry Sanders, tout à fait. Voilà, hein, le meilleur joueur de l'histoire d'Oklahoma State, la meilleure saison individuelle du college football, toutes positions confondues, c'est mon avis, mais tu parles il y a bien, des Geoffrey. arguments là-dessus. Ça fait plaisir de t'avoir quand tu dis des choses comme ça. Il y a des gros arguments là-dessus. Enfin, c'est très peu contestable ce qu'il a. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, vous avez un head coach qui arrive avec un style offensif flamboyant après 2 saisons catastrophiques et une attaque franchement affreuse à regarder. Là, vous arrivez avec une offense excitante, énormément de jeux aériens. Vous avez une bonne histoire de receveurs quand même, hein. Oklahoma State, il y a des bons trucs. Vous avez des très bons receveurs qui sont sortis. Vous allez un peu renouer avec ça. Pour moi, et visiblement, arrête-moi si je dis des bêtises, hein, mais il a réussi aussi à remobiliser les boosters pour, Oui, tout à fait. pour avoir des moyens. Donc, pour moi, c'est une superbe embauche. Après, voilà, il va falloir gérer.
les 65 départs, 54 arrivées sur le portail des transferts, plus le recrutement lycéen. Donc, c'est colossal, hein. Il y a tout à construire en une intersaison. C'est court. Maintenant, on en a parlé un peu tout à l'heure, hein, mais comme il n'y a eu qu'une seule période de transfert, quasiment tout l'effectif, hein, puisque je l'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être qu'il va y avoir des procès et des mecs qui vont quand même réussir à partir des programmes dans lesquels ils étaient. Mais il y a quand même une grande majorité de l'effectif qui va être là pour les spring practice, les spring camp, et ensuite enchaîner avec les fall camp. Donc, il y a quand même plus de temps pour mettre en place des choses. Et puis, ouais, il y a des super joueurs. Toute l'offense de North Texas est excitante. Et puis même, voilà, enfin, Eric Morris, c'était un des candidats du Group of Five les plus convoités, hein. Ah, c'est clair, et c'est pour ça que je trouve ça très cool. Enfin, je veux dire, a priori, bah, c'est pas un choix par défaut. Enfin, je pense que des programmes comme Arkansas le voulaient, et le fait alors je sais pas s'il a choisi Oklahoma State plutôt que Arkansas. Enfin, juste que c'était, comme tu dis, c'est un des noms voilà, les plus clinquants du portail des transferts, enfin, en tout cas du coaching carousel. On a réussi à la récupérer, et puis derrière, on a aligné les pépettes, hein, qu'on soit très clair. Un Mesty Maker, on parle de 7 millions sur 2 saisons, donc voilà, c'est des sommes qui sont quand même importantes. On a été capable de les sortir, donc voilà, les signaux sont là. Maintenant, il faut gagner. J'oublie pas que quand même North Texas, alors très bien, c'est une saison à 11 victoires, 2 défaites, mais juste avant, il y avait 2 saisons qui étaient moins bonnes, avec une 5-7 et je crois une 6-6 ou une 6-7 ou un truc comme ça. Donc voilà, donc j'oublie pas que Eric Morris, même s'il y a eu effectivement cette saison 2025, il peut parfois être peut-être en difficulté à certaines façons. Donc même s'il y a beaucoup de monde qui arrive, je pense pas qu'il faut avoir trop de grosses ambitions non plus. C'est-à-dire que je pense qu'il faut savoir d'où on vient. Et voilà. Et il y en a il y en a peut-être des gens qui vont penser qu'on va pouvoir jouer les premiers rôles en Big 12, voir se qualifier pour les playoffs. Moi, je dis que chaque chose en son temps. Déjà, on va remettre les choses en place. Le contexte n'est pas le même que quand même du côté de Oklahoma State que du côté de North Texas. La pression n'est pas la même non plus. Alors, c'est pas LSU, c'est pas Texas, mais quand même. Et puis voilà, il va être difficile de faire mieux d'une certaine façon pour tous les joueurs qui arrivent. Et donc forcément, ils vont être scrutés, ils vont être sous le feu des projecteurs. Et voilà, on n'est pas à l'abri d'une saison un petit peu plus galère pour Messi Maker, par exemple, ou pour Hawkins, le running back. Donc, je suis très emballé, mais je suis obligé quand même de freiner un petit peu en disant attention quand même. Moi, c'est la défense qui me fait peur. Voilà, Cassidy, le coordinateur défensif, d'ailleurs, le grand frère d'un de nos anciens joueurs, c'est assez marrant. Donc, est arrivé avec Eric Morris. Le problème, c'est que voilà, la défense de North Texas, Geoffrey, tu as gardé un petit peu le groupe of five, c'était quand même pas trop ça l'année dernière, quoi. Non, c'était pas fantastique. Après, North Texas, ils sont quand même dans une situation où c'est une des plus petites écoles texanes du CFB. Absolument tout le pays vient recruter au Texas, et tout particulièrement dans la banlieue de Dallas. Donc, pour avoir des talents, c'est compliqué. Pour garder ces joueurs, c'est compliqué parce que, en fait, quand tu es du Texas, sans aucune insulte à North Texas, hein, mais je pense que la plupart des joueurs, s'ils ont à choisir entre North Texas et à peu près Baylor, TCU, Texas A&M, Texas Tech maintenant, c'est compliqué. Une autre bonne nouvelle pour vous, hein, et c'est absolument capital quand on est dans l'Oklahoma, c'est d'avoir un coach qui connaît le Texas et qui va recruter dans le Texas avec en plus des meilleurs moyens que quand il était à North Texas. Et que ce soit pour Oklahoma ou Oklahoma State, de toute façon, la réussite du recrutement, ça passe par un bon recrutement dans le nord du Texas, même si Texas Tech prend beaucoup de place. Il y a quand même moyen. Et puis, toute petite aparté sur le recrutement, hein, mais la répartition des 4 et des 5 étoiles, il n'y a jamais eu autant de programmes qui ont eu des joueurs de ce niveau-là. Il y a 17 programmes différents qui ont au moins un joueur 5 étoiles sur 32 5 étoiles.
alors qu'on a vu des saisons où les 5 étoiles étaient concentrées dans une dizaine de programmes au maximum. Donc voilà, avec l'ANIL, le talent s'étale et avoir un coach qui connaît le Texas pour Oklahoma State, c'est particulièrement important. Ouais. Ça a toujours été de toute façon notre terreau de recrutement principal, hein, la banlieue de Dallas. Il y a des powerhouses de partout en termes lycéens. Enfin, c'est un truc de dingo. Donc, effectivement, tu as raison de le mentionner. On fera peut-être un épisode recrutement, portail et compagnie. Je sais pas, Geoffrey, je pense que tu es chaud là-dessus, mais on faudra voir, oui. Il faudra que je me mette à jour. J'ai pas. En fait, maintenant, il se passe tellement de choses. Ouais, c'est vrai que c'est à suivre, c'est quand même compliqué. Ultra compliqué à suivre en direct. Pour ma part, je trouve que c'est un petit peu plus facile à suivre après coup. Et voir un peu le bilan après ça, et surtout que il y a quand même un énorme focus sur le portail des transferts plus que le recrutement lycéen, puisque en fait le recrutement lycéen, il y a beaucoup de joueurs qui bougent sans jamais avoir joué dans leur programme d'origine, donc voilà, c'est quand même beaucoup moins intéressant à suivre, le recrutement lycéen. Maintenant, voilà. Sachant que tu as des chances que les mecs ne vont pas rester sur le programme. Enfin, il faudrait faire des stats sur les mecs qui arrivent à rester les 4 ans ou les 5 ans dans le même programme. Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant. Sur les 2-3 dernières saisons, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Hein. Et puis, c'est des mecs, si tu as j'allais dire, un profil à la Caleb Downs, mais c'est même pas un bon exemple parce qu'il a commit à Alabama et il est parti. Mais il est parti à Ohio State. Mais ce genre de joueurs de top talent qui arrivent, qui sont 5 étoiles dans un top programme, qui, malgré le fait qu'ils soient true freshman, qui arrivent, qui explosent tout et qui montrent que c'est eux, le meilleur joueur en défense ou en attaque, et qui du coup vont être capables. Il va y en avoir d'autres parce que tu as des mecs aussi qui vont dans des programmes parce qu'ils aiment des programmes. Mais maintenant, ça touche quelques programmes, ou alors c'est des mecs qui font des fonds de roster et qui ont l'intelligence, parce que faut quand même le rappeler, hein, on continue un peu notre aparté sur le recrutement, mais tous les ans, il y a des milliers de joueurs qui sont rentrés sur le portail des transferts, qui ne récupèrent pas d'école, qui du coup ne peuvent pas forcément aller au bout de leur diplôme. Et faut savoir qu'il y a 10 000 joueurs à peu près en college football, un peu plus de 10 000 joueurs, que sur ces 10 000, il y en a 300 en étant large, hein, qui ont une chance à la NFL. Donc il y a quand même plus de 95% des joueurs qui n'ont pas cette opportunité. Et pour beaucoup, en fait, c'est aussi le moyen d'avoir une scolarité qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement, vu les frais de scolarité aux États-Unis, ou alors en s'endettant. Et c'est une chance énorme, hein, de commencer en ayant pu gagner de l'argent, plus maintenant avec l'ANIL, mais en plus en ayant évité de s'endetter. Parce que des quarterbacks de college football qui vont gagner au moins 1 million la saison, il va y en avoir plein. Beaucoup. Et il ne va pas y en avoir tant que ça qui vont aller en NFL. Donc, pour ces gens-là, c'est quand même une énorme chance de pouvoir jouer en FBS. Et c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus des carrières qui s'étirent aussi, hein, parce que tu gagnes quasiment autant, voire plus, en restant dans un programme du Power 4, plutôt que d'avoir un contrat de 7e tour de draft ou une drafted free agent. Donc, bref, on divague, mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc pour moi, on va noter. Ouais. Moi, j'ai envie de. Alors, je vais peut-être m'enflammer. Hein. C'est pas la meilleure embauche. C'est pas la meilleure embauche de ce cycle. Mais pour moi, elle fait partie des 3-4 meilleurs. Donc, pour moi, ça va être un 9 sur 10. Ok. Je mets un 8, moi, par rapport aux réserves que j'ai au niveau du cordeau défensif et du fait que Maurice, il a fait une bonne saison. Alors, il a été du côté d'Incarnate World en FCS avant d'arriver du côté de North Texas, où il a été très bon. Mais voilà, donc je mets un petit peu de réserve parce que les 2 premières saisons n'étaient pas extraordinaires et pour le cordeau offensif. Mais je crois que lui aussi, hein, il a un titre de FCS. Avec Incarnate World. Non, ils ont jamais gagné Incarnate World. Non, il a fait une finale alors. Une finale. Je check vite fait.
Il s'est fait un premier tour non, il a été jusqu'au deuxième tour au maximum, mais ce qui est déjà très bien avec Incarnate World, hein. Oui, C'est oui, pas c'est une une. petite fac. Non, non, mais oui. Incarnate, arrête-moi si je dis une bêtise, mais mince, l'ancien quarterback de Miami qui est parti en NFL chez les Titans, Oui, Cam Ward, tout à fait. Cam Ward, qui vient de Incarnate World, puis qui est parti, ou je dis une bêtise, hein, puis qui est parti à À Wazoo et puis Washington. qui a Et, fini et, à. et c'est pour ça, d'ailleurs, tu me fais penser, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est pour ça qu'on l'a chopé, parce qu'en fait, euh, Eric Morris, il a travaillé avec énormément de quarterbacks qui ont fini en NFL ou qui ont eu des carrières prolifiques en college football. Et c'est pour ça qu'il a effectivement, c'était le head coach de Cam Ward ces années Incarnate Word. Il a eu du Patrick Mahomes parce qu'il était du côté de Texas Tech quand il était là-bas. Donc voilà, il a ce côté gourou voilà, qui fait forcément saliver, on va dire ça comme ça, puisque voilà, on sait que c'est quand même l'alpha et l'oméga de ta réussite, ça reste ton quarterback. Ok, ok. Direction l'Utah maintenant, dernier programme de Big 12 qui a changé d'entraîneur. C'est les Utes de Utah. Alors là, c'était un petit peu bizarre, on va dire. Je ne sais pas comment on peut dire ça comme ça. Puisqu'on a eu le départ slash retraite, mais finalement, c'était pas vraiment c'était pas vraiment une retraite de Cal Whittingham, qui a été un petit peu poussé quand même, hein, on va dire, sur le côté. Et c'est Morgan Scalley, pardon, qui le remplace. C'est pas vraiment une surprise parce que c'était déjà prévu comme ça. On va dire juste que c'est le timing, finalement, c'était. Voilà, je sais pas ce que tu en as pensé, mais on a pas mal on va dire, on a pas mal de changements de coach. Le timing était bizarre, lui, il en fait partie. Euh, Kyle Whittingham qui a rebondi plutôt correctement, on va le mentionner juste après. Utah, donc, qui trouve qui fait dans la promotion interne, Morgan Scaley, un joueur du cru, enfin, en tout cas, qui a joué du côté des Utes. Qu'est-ce que tu penses de ce changement-là? Ça n'a pas changé grand-chose, je pense, en termes que ce soit de recrutement ou de style de jeu, hein. Alors, moi, j'ai été très intéressé par la situation de Michigan et du coup, je me suis pas mal intéressé aussi du coup aux conséquences pour les Utes. Euh, ouais, donc Morgan Scaley, je crois que ça fait déjà 5 ans qu'il était déjà désigné comme étant le successeur de Kyle Whittingham à Ouais, Utah. c'est ça. Donc, pour tous les gens qui suivent le programme, il n'y a absolument aucune surprise dans le fait que ce soit lui qui soit le nouveau head coach. Il connaît parfaitement bien le programme. Il connaît tous les joueurs qui sont dans l'effectif et c'est aussi pour ça qu'il a réussi à en garder quand même une bonne partie, malgré le potentiel attrait pour Michigan, hein. Il y a quelques joueurs qui sont partis, mais bon, Devin Dampier est resté. Je pense que ça n'intéressait pas Michigan, mais potentiellement, il aurait pu partir ailleurs. Mais le Bird Ficklin, le freshman qui sort d'une excellente saison, lui, il est resté. Donc voilà, il y a quand même des choses, très très intéressantes à ce niveau-là. D'un point de vue du style de jeu, du style de head coach, je pense qu'il n'y a pas tant de choses qui vont changer. Maintenant, il y a pas mal d'insiders de Utah qui disaient que lui, il voulait prôner un jeu un peu plus aérien, un jeu un peu plus fun que Kel Whittingham ne voulait pas faire. Donc, on va peut-être avoir un Utah un peu plus agressif en attaque et moins conservateur, Bah, ce qui pourrait quand même être. vu le quarterback qu'ils ont, c'est plutôt une bonne chose, non, je pense. Oui. Après, Devin Dampier, c'est des jambes surtout. Le jeu à Mm. la passe, ça peut être sur courant alternatif. Voilà. Maintenant, voilà, l'attaque, ils ont l'opportunité de tout recommencer, hein, puisque Jason Beck, le coordinateur offensif, est aussi parti pour Michigan. Donc, bon, il y a beaucoup de choses. Maintenant, l'identité de Utah, et ça, je pense qu'il faut pas la changer. C'était les lignes, et il faut que ça reste les lignes. Je vais faire quand même une petite aparté sur Kel Whittingham, parce que c'était avant son départ, c'était le head coach qui était en position le plus longtemps dans son programme. Plus de Mhm. 20 ans Avec égalité avec Kirk Ferentz, il me semble, non? Je crois qu'ils ont ou été 1 ou 2 ans de même. plus, mais enfin, Ouais, c'est voilà, ça. ça se joue à pas grand-chose. 21 ou 22 saisons avec les Utes. Quand il arrive, il prend la succession de Urban Meyer avant que Urban Meyer parte à Florida, où il y a peut-être C'est eu vrai. voilà. Donc, Non, c'est ça. C'est ça. pour que ceux qui s'en souviennent se rendent compte de à quel point c'était il y a longtemps.
il a été le head coach en continuant le bon travail de Urban Meyer, qui a fait que Utah est passé en Power 5, puisque Utah, c'était un programme de Mountain West quand même. Donc, Oui, tout à fait. ils sont arrivés là et il a fini sa carrière avec 2 titres de Pac-12. La première saison en Big 12 très décevante. Il a quand même réussi à bien rebondir cette saison. Mais voilà, moi, de ce que j'ai lu et entendu des insiders de Utah, c'est qu'il n'a pas trop aimé comment les 2 dernières saisons se sont passées et la pression qu'il a subie, que ce soit de la part des fans ou du département ou du directeur athlétique, alors qu'il a quand même que c'est quand même le meilleur head coach du programme, hein, même si Urban Meyer a fait 2 saisons incroyables quand il était à Utah, il n'est pas resté longtemps. Voilà, il a quand même fait de ce programme un top programme Oui. en Pac-12 puis en Big 12. Donc voilà, c'est quand même ça va quand même être compliqué pour Morgan Skelly de suivre. Ouais, de suivre, ouais, on est d'accord. Et puis il a quelques casseroles aux fesses, hein, mine de rien. Il a été suspendu quelque temps pour l'université pour une utilisation d'insultes, en tout cas de mots à caractère raciste à certaines recrues. Bon, ça a l'air de s'être tassé avec le temps. Voilà, bon, c'est peut-être juste un détail, mais peut-être que ça jouera dans le recrutement, j'en sais rien. Enfin, voilà. Après, comme tu l'as dit, l'identité va peut-être pas forcément changer, notamment défensivement. C'était l'ancien coordinateur défensif. Je pense qu'on va pouvoir boucler sur Utah. Une note du coup à donner à ce recrutement. Moi, je vais donner un 6 parce que je pense que le timing est un petit peu bizarre et je pense que peut-être dans d'autres conditions, ça serait peut-être fait de façon différente, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, je pense que ça peut réussir, mais je ne suis pas hyper emballé non plus, même si je pense que c'est un bon cordeau. Mais bon, le fait qu'il n'a pas non plus d'expérience en tant que head coach me laisse à penser que la transition peut être plus compliquée qu'on ne le pense, sachant que le coordinateur offensif va changer, puisqu'il est parti aussi. Donc voilà, donc il y a quand même tout à reconstruire d'une certaine façon du côté d'Utah, même si l'effectif va rester à peu près le même. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Un 6, aussi un 6 parce que c'est encore moins surprenant que l'arrivée de Colin Klein à Kansas State. Enfin, tout le monde savait que c'est ce qui allait se passer. Il se passe ça. La situation est pas simple parce que il suit une légende. Alors, il a réussi à gagner, il a réussi à garder des joueurs, mais bon, voilà, c'est quand même compliqué. Et puis Whittingham, là, les dernières saisons avant de partir à Michigan, il a quand même fait du très bon recrutement pour un programme à l'échelle de Utah. Donc, il faut qu'il reprenne tout ça. Il faut qu'il s'approprie le programme. Et puis, il y a des attentes, en fait, hein, puisque tout le monde sait que c'était le successeur, qu'il a été annoncé, que tout le monde sait qu'il connaît parfaitement le programme. Il suit une légende qui a fait un travail fantastique avec le programme. Donc, ouais, un 6 parce que et puis ça va pas changer grand-chose à l'intérieur du programme, hein. Le programme va peut-être rester un peu dans son jus et puis un peu dans la mélancolie de l'ancienne légende qui est partie. Il va pas y avoir de cassure nette, de style, etc. Donc bon, je suis pas super emballé. Et je pense que les fans de Utah, ceux qui voulaient du changement, en tout cas, ils vont être déçus parce qu'il va pas y avoir beaucoup de changements. Ok, et ben très bien. Déjà 43 minutes d'enregistrement, Geoffrey. On est bavard, mais en tout cas, on va pouvoir faire la transition de la Big 12 à la Big 10 et on va faire une transition habile puisque on va parler de Michigan et que Michigan, ils ont recruté Kyle Whittingham, l'ancien head coach de Utah, qui était donc mis un petit peu sur la touche, mais au moment où on annonce son départ, on a senti Kyle Whittingham qui a dit je ne suis pas à la retraite. Donc très clairement, ça disait j'attends une bonne opportunité de coaching. Et là, paf, qu'est-ce qui arrive? Sherrone Moore qui fait. Voilà, on ne va pas revenir sur le cas Sherrone Moore, mais voilà, on va dire ces déboires extrasportifs C'est font pas que encore Michigan. jugé, hein, voilà. Il n'y a pas encore eu de jugement, donc voilà. C'est des accusations, beaucoup d'accusations. En tout cas, son comportement présumé a poussé Michigan à s'en séparer. Et donc, qu'est-ce qui se trouve? Que Michigan est libre, Kyle Whittingham est libre.
et paf, ça fait des chocs à pic. Cal Whittingham qui débarque du côté de Ann Arbor. Je veux dire, c'est inespéré. Hein. Puisque quand est-ce que Moore se fait virer? C'était aux alentours du 15 janvier, non? Quelque chose comme ça, de Ouais, mémoire. C'est pas du 15 janvier, mais du début janvier, non? Ouais, il y avait pas encore eu ou toute fin décembre, mais il n'y avait pas encore eu enfin, on savait pas qui était le champion national, mais on était bien avancé dans les playoffs. Les phases de recrutement avaient été jouées en grande partie. On va le dire très clairement, hein, le fait que Kyle Whittingham était libre, c'est un énorme coup de chance pour Michigan. Il y a eu des rumeurs de traction, et j'oublie vraiment tous les noms ce soir, avec le coach de Arizona State, avec Kenny Dillingham, avec pardon. Kenny Dillingham, et avec le head coach d'Alabama, et j'oublie vraiment tout le monde ce soir. Kellen DeBoer, mais c'est normal, Geoffrey, c'est ton retour, il faut que tu te réchauffes, c'est normal. Avec Kellen DeBoer, il y a eu des gros noms qui ont été évoqués. Dans les deux cas, je pense que Kenny Dillingham, dans un contexte où il aurait pu arriver début décembre, faire tout ce qu'il fallait correctement avec le programme, aurait pu le faire potentiellement. Là, je pense qu'il n'était pas confortable de partir à Arizona State, de partir de son alma mater, où il a quand même une position très confortable pour quelque chose de risqué. Maintenant, voilà, Kyle Whittingham, quand il a annoncé sa retraite, pause, je pensais qu'il allait prendre une année de pause et puis qu'il allait prendre le meilleur job de libre, parce que c'est quand même un top head coach. Et que je pense qu'il a déjà eu des propositions pour des top programmes pendant qu'il était à Utah, notamment ces dernières années, et qu'il n'a juste pas voulu quitter le programme. Et d'ailleurs, fun fact, hein, Kyle Whittingham, c'est un mec de BYU à la base, et qui s'est retrouvé être une légende pour Utah, donc leur rival absolu. Et d'ailleurs, malgré ça, il y a plein de gens aussi qui ont dit qu'il était fantastique dans sa façon de traiter la rivalité. Là, il arrive avec la plus grosse rivalité du college football. Donc, ça va être... le fit est parfait. La chance de Michigan est colossale. Le fit en termes de style de jeu est parfait, puisque Jim Harbaugh et même le début de Sherrone Moore, c'était un football très physique, avec un gros jeu au sol, une grosse défense, des grosses lignes. Même si là, il y a Bryce Underwood qui est attendu pour être un top quarterback, mais il a montré des belles choses l'an passé, mais il a aussi montré des difficultés. Donc, s'il n'a pas toute la pression sur lui, ça peut être très bien pour lui. Pour moi, le fit est absolument parfait. C'est pour moi la meilleure embauche du portail, alors que le timing est désastreux. Alors, je viens de vérifier, il s'est fait virer non, j'ai vérifié, j'ai perdu la date, au début du mois le 10 décembre ou le 5 décembre, Sherrone Moore, le 10 décembre, c'est ça, Sherrone Moore, et Kyle Whittingham, il a été embauché aux alentours du 28 décembre. Donc concrètement, après, comme tu dis, le timing désastreux en fait est positif à la sortie, puisque il recrute un mec qui a été capable de faire une transition entre un programme du Group of Five et un programme du Power Five à l'époque. Un mec qui sait gagner, un mec qui donne une identité de jeu à son programme. Enfin, je veux dire, enfin, et puis en plus, merde, ils le méritent. Enfin, tu vois, Michigan, ils ont triché pour leur titre national. Ils ont des casseroles au cul au plus fort qu'en foutre depuis les années Harbaugh. Et quand même, ils ont une chance de tomber sur probablement le meilleur head coach qui était disponible à ce moment-là. Donc, je sais pas. Moi, je suis très content pour les fans des Wolverines, hein, qu'on soit très clair. Mais du côté d'Ohio State, ça doit quand même serrer fort le point. Ça doit serrer fort le point. Ouais, non, mais c'est... En Alors plus, voilà, c'est pas un coach qui va être là pour 20 ans, par contre. Hein. Oui, c'est sûr. Il a quand même déjà un certain âge. Mais ouais, tout qui va bien. Il arrive en plus avec son coordinateur offensif, qui est un très bon coordinateur offensif. Il va être capable de recruter à un niveau qu'il n'a jamais pu le faire à Utah, même si à Utah, il a réussi à faire de très belles choses sur le recrutement. Et en plus de ça, Michigan fait partie de ces programmes qui, de toute façon,
attire des joueurs juste parce que c'est Michigan. Il y a Tout à fait. un nombre très important de gamins du Michigan, mais probablement même en Californie et partout partout aux États-Unis, qui veulent jouer à Michigan parce que c'est Michigan, c'est un programme légendaire. On l'a vu, hein, il n'y a pas eu tant de départs que ça après le départ de Sherrod Moore, qui de toute façon, je pense que, alors lui c'était le successeur de Harbaugh, mais je pense qu'il bénéficiait aussi là très largement du fait d'être à Michigan et qu'il y a beaucoup de joueurs qui voulaient jouer pour Michigan. Donc ça va être, ça c'est une énorme chance pour Kyle Whittingham et en plus de ça, une opportunité incroyable pour lui, hein, parce que des jobs comme Michigan, il y en a pas tant que ça dans le college football, hein. Il y a Michigan, il y a Ohio State, il y a Texas. Il y a Georgia, Alabama, LSU, et je pense qu'on a fait le tour des programmes les plus désirables du college football. Et de ces jobs-là, il y en a un paquet, il y en a quand même un certain nombre qui sont pas prêts d'être libres immédiatement. Ouais, et puis bon, Harbaugh l'a montré, tu peux gagner un titre national à Michigan. Donc voilà, la barre, elle est là. Lui, il a montré qu'il pouvait gagner à Utah. Donc là, effectivement, ça sera une autre pression. Mais je pense que tellement cette embauche est inespérée, je ne pense pas qu'il ait une pression de résultat, enfin, tu vois, comme Lane Kiffin va l'avoir du côté de LSU. Tu vois, vu comment ça s'est passé, en plus, on rajoute à ça le fait que Ohio State n'a pas remporté le titre cette année. Je pense que, par exemple, s'il y avait eu un back-to-back des Buckeyes, je pense que, tu vois, Michigan, il y aurait eu une attente encore plus importante de la part des fans. Mais là, on va dire la temporalité de l'arrivée, etc., je pense que ça va laisser un petit peu de temps pour Kyle Whittingham de mettre les choses en place. Alors, il va être attendu très très haut, hein, qu'on soit très clair. Mais voilà, moi je suis comme toi. Je pense que c'est la meilleure embauche de ce cycle de recrutement avec James Franklin, mais on en discutera dans l'autre épisode, celui-là. Voilà, donc moi je vais donner un 9 parce qu'il y a tout qui match en fait. Il y a tout qui match. Ouais. C'est un 9 aussi, et je vais rajouter un dernier petit point, mais qui en plus est important dans le contexte de Michigan. Michigan, ils ont eu des problèmes avec Sherrod Moore, mais ils ont eu aussi des problèmes avec leur coach de basket. Ils ont eu des problèmes. Alors, Jim Harbaugh était un mec bizarre, mais il n'y a pas eu de comportement très bizarre, mais ils ont eu plusieurs problèmes de personnalité dans les head coach de leurs programmes les plus importants. Et là, ils récupèrent un mec qui est immaculé, qui n'a aucun problème, qui n'a jamais eu le moindre comportement déplacé avec une femme. D'ailleurs, il y a des gens qui se sont amusés à les voir, hein, mais sur Instagram, il suit les seules femmes qui suit sur son profil. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, mais c'est soit sa fille, soit sa femme, soit des gens avec qui il a travaillé à Utah. Donc vraiment, le mec, il est en termes de personnalité, en tout cas, il n'y a jamais eu de problème hors terrain avec Kyle Whittingham, et je pense que aussi pour Michigan, c'est en plus Tout à fait. du fit parfait en termes de coaching, c'est aussi très très rassurant dans la situation du programme, parce que le directeur athlétique, il prend quand même un peu la foudre par rapport aux embauches qu'il a faites ces dernières années. Et à juste malgré titre, des titres, malgré des titres nationaux en plus, hein, donc voilà. C'est vrai. On va voir, hein, si Kyle Whittingham, ça se passe mal et c'est qu'il a été casserole au cul, c'est que c'est Michigan qui fout le bordel. Hein, très bien, très bien. Eh ben, on va pas aller très loin. On va aller se déplacer du côté de East Lansing, toujours dans l'état du Michigan. On va parler de Michigan State, les Spartans, qui se sont séparés de Jonathan Smith et qui ont recruté Pat Fitzgerald, l'ancien head coach de Northwestern, qui lui avait des casseroles au cul du côté de Northwestern, mais depuis il y a eu un procès qui l'a blanchi. Alors, je sais pas. Je pense que ça va être tout ou rien, cette embauche-là, parce qu'il a été capable de gagner du côté de Northwestern, et on sait que c'est pas simple du côté de Northwestern. Mais c'était il y a quand même quelques années, le monde du college football a changé. J'en sais rien, je sais pas ce que tu en penses, mais soit ça va être vraiment une embauche où Michigan State va revenir un peu aux années Marc D'Antonio, au milieu des années 2010, là, avec un programme vraiment top, top, top. Soit ça va être 2 ans de galère et merci, au revoir, le buy-out et reparti pour un coaching carousel. Pour moi, il n'y aura pas de juste milieu.
Je suis d'accord avec toi. Bon, moi déjà, même si Jonathan Smith, il n'a pas été au niveau, je trouve qu'ils ont quand même, en 2 saisons, il se fait virer. Ils lui ont quand même pas laissé beaucoup, beaucoup de chance. C'est un coach que j'aimais bien, Jonathan Smith, donc voilà. Moi, venir, venir recruter Pat Fitzgerald après Jonathan Smith et en succession d'un énorme scandale, enfin d'un scandale alors pas loin du niveau de celui de Sherrod Moore actuellement, de l'autre côté du Michigan. C'est quand même, en termes de caractère du head coach que tu embauches, c'est quand même vraiment, vraiment pas terrible. Pat Fitzgerald, il a fait des bonnes saisons, mais ses meilleures saisons, c'était ses meilleures saisons, c'était près tout le bordel du portail des transferts Tout à fait. actuel. Les dernières saisons à Northwestern, c'était pas catastrophique, mais c'était pas fantastique non plus. Je suis pas emballé du tout. Alors, ils vont jouer du football physique. Ça va bien jouer en défense, probablement. Maintenant, je suis pas emballé. Je sais pas comment il va s'adapter. Alors, il a été blanchi en termes de procès parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à prouver. Maintenant, ce qu'il a été accusé d'avoir fait à Northwestern, c'est quand même très grave. C'est des choses très graves qui se sont passées. S'il y a des choses similaires qui se passent dans le college football actuel, le programme va imploser C'est clair. complètement. Pour moi, c'est vraiment risqué pour Michigan State. Il y a de l'upside parce que c'est un coach qui est capable de gagner et purement en termes de football, je pense que c'est un bon coach. Maintenant, je pense que c'est pas une bonne personne, et que si ça rate, ça peut être une catastrophe pour le programme et qui pourrait vraiment tomber dans les tréfonds de la dans les tréfonds de la Big Ten. Et il y a quand même pas mal de monde qui a pris correctement le train en marche en Big Ten. De plus en plus qui suivent les traces d'Indiana avec des programmes qui quand même travaillent bien. Donc Michigan State, s'il rate Pat Fitzgerald, le programme il pourrait quand même se retrouver en difficulté encore pendant un bon nombre d'années. Moi je suis pas emballé du tout. Et puis enfin, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, il a été blanchi, mais enfin, c'était un peu bizarre quand même tout ça. On sentait que, enfin, c'était plutôt une absence de preuve qu'autre chose. Qu'il soit embauché dans un programme qui a viré le coach juste avant pour des problèmes à caractère sexuel. Je ne vais pas revenir sur le cas de Mel Tucker, mais voilà, il a été viré pour voilà, un comportement vraiment déplorable. Enfin, j'ai l'impression que le programme n'a pas appris d'une certaine façon quand tu recrutes un mec qui a des casseroles au cul comme ça, quoi, tu vois, et tu te dis gagner, mais gagner à tout prix, etc. Enfin, ça a ses limites, surtout quand tu lui confies quand même des jeunes entre 18 et, alors, les mauvaises langues diraient 35 ans maintenant, puisque tu peux jouer le Qatar. Mais voilà, je suis assez dubitatif. En fait, le message envoyé n'est pas top. Après, il peut réussir, hein, qu'on soit très clair. Mais je pense que être un bon coach en 2020, c'est pas la même chose qu'être un bon coach en 2026. Tu vois. Il n'y a plus rien à voir. Je pense que je fais un peu de digression, mais je pense que ça, c'est pas étonnant que Nick Saban a décidé d'arrêter il y a quelques années parce que je pense qu'il sentait bien le vent tourner et que son mode de fonctionnement ne correspondait plus au mode de fonctionnement actuel. Et que je pense que Pat Fitzgerald, c'est un coach à l'ancienne et que, à mon avis, je sens la catastrophe industrielle arriver quand même. Voilà. Ouais, surtout que c'est pas facile comme job, hein, Michigan State, parce que tu avais déjà Michigan, Ohio State. Maintenant, bon, tu as Penn State aussi. Alors, Penn State, il y a du gros changement, mais voilà. Maintenant, tu as Indiana en plus. Tu as rajouté USC et Oregon. Nebraska, il se passe des choses. Alors, c'est pas, les résultats sont pas exceptionnels, mais il y a des choses qui travaillent bien. Il y a Iowa qui est toujours là, qui est toujours présent.
Et déjà, bah là, j'ai quasiment cité la moitié de la conférence. Il y a Washington qui travaille bien aussi. Mhm. Et bah là, tu as cité la moitié de la conférence et c'est que des programmes qui recrutent mieux, qui ont un meilleur coaching staff, qui sont dans de meilleures positions. Et là, tu vas chercher un mec qui a des casseroles au cul, qui, s'il se rate, il va faire exploser ton programme. Moi, ça me paraît compliqué. On verra, hein. Peut-être qu'il va y arriver maintenant. Ça a été un très bon. Il a très très bien développé des gens, hein, quand il était à Northwestern en termes Ouais, de c'est clair. talent. Il y a eu des très 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 bons joueurs qui ont fait leur carrière à Northwestern. Maintenant, le problème, c'est que bah, il va être à Michigan State et s'il y a un mec qui fait une bonne saison, bah, derrière, tu as tout le reste de la Big Ten qui va arriver pour aller le récupérer sur le portail des transferts suivants. Et je ne sais Mhm. pas si en termes de recrutement, parce que ça n'a jamais été un as du recrutement à Northwestern, il va être capable de continuer à Mhm. alimenter le programme suffisamment. Après, effectivement, Northwestern, c'est un cas un peu particulier. C'est une fac académiquement voilà, assez exigeante. Donc, ce sera plus simple de recruter du côté de East Lansing. Mais bon, sait-on jamais. Je vais mettre un 4 parce que soit ça va être 0, soit ça va être 8. 0 plus 8, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, je vais donner un 4 sur 10. Voilà. Ouais, ouais, 4, ouais, j'irais ouais, peut-être même 3, tu vois, parce que moi, vraiment, le côté en plus du personnage qui arrive pas longtemps après un Mel Tucker, pour moi, ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, quoi. On est d'accord. Allez, on va du côté de Happy Valley. On va parler de Penn State. Penn State qui s'est séparé de James Franklin pendant la saison. Ils sont allés chercher Matt Campbell dans un cycle de recrutement du coach qui a duré mais des plombes. Je ne sais pas pourquoi Penn State n'a pas eu les faveurs quand même de certains candidats à des postes de head coach. Alors, je dois avouer que je ne sais pas trop. C'est ce bon vieux Matt Campbell qu'on avait relié à tous les coachings, à toutes les places vacantes depuis ces 15 dernières années ou pas loin. Sur le papier, c'est quand même un bon recrutement, puisqu'il a été très très bon du côté d'Iowa State, hein, c'est le meilleur coach de l'histoire du programme. On en a déjà parlé, puisqu'on a déjà parlé d'Iowa State. Le problème, c'est qu'il débarque à Penn State et que bah, tu fais une saison à 7 victoires du côté de Iowa State, tu es content. Tu fais une victoire d'une saison à 7 victoires du côté de Penn State, tu es viré. Je ne sais pas trop. C'est un bon head coach, mais est-ce qu'il va être capable de passer ce cap-là? Changement de conférence, changement de paradigme total? Je ne sais pas. Convainc-moi, Geoffrey. Dis-moi pourquoi ça va marcher. Je te fais confiance. Alors, ouais, je vais parler quand même un peu du contexte aussi, parce que ça a été un cycle de recrutement très très long. À peu près tous les candidats avant Matt Campbell que Penn State a interrogé se sont servis du fait que Penn State approche le programme pour obtenir une augmentation, notamment Mike Elko à Texas A&M. Il y a eu plusieurs autres noms comme ça. Kurt Signetti n'était pas encore prolongé du côté d'Indiana. Il a aussi été dans les noms qui ont circulé pour Penn State. Et il y en a deux ou trois autres qui sont dans cette situation-là. Moi, ce qui m'interroge quand même de la part de la direction athlétique de Penn State et de la direction qu'ils ont voulu prendre pour le programme, c'est que, bah, alors d'accord, Matt Campbell, je pense que c'est une bonne embauche. Maintenant, il arrive dans une situation où tout le monde est au courant que c'est le 6e, 7e choix de la direction athlétique. Donc déjà, c'est pas fantastique en termes d'image. Et moi, l'impression que j'ai eue, c'est ils ont viré Franklin, mais ils avaient pas fait le taf correctement pour savoir comment est-ce qu'ils allaient gérer la succession de Franklin, comment est-ce qu'ils allaient, qui allaient être les candidats qu'ils allaient courtiser, parce qu'en fait, ils sont allés chercher que des mecs qui étaient dans des situations, en tout cas en termes de moyens et d'infrastructures, au moins équivalentes à Penn State, voire mieux que Penn State, hein, comme Michael Coe. Penn State, il y a de la thune, mais il n'y a pas de la thune comme à Texas A&M. Et du coup, en fait, bah, c'était quoi le plan pour venir faire sortir ces mecs-là qui sont dans une meilleure situation, qui étaient dans des programmes, avec lesquels ils gagnaient, pour arriver dans un nouvel endroit où il fallait reconstruire
passer après un head coach qui était quand même là depuis 10 ans, qui avait laissé pas mal son empreinte sur le programme. Alors, d'accord, il ne s'est pas allé au sommet pour Penn State, mais il y a eu des très très belles saisons quand même sous James Franklin. Je comprends pourquoi est-ce qu'il a été viré, et je pense que de toute façon, le ressort était cassé quand il s'est fait virer, parce que la saison était vraiment en train de partir complètement de travers. Maintenant, pour moi, ils ont viré Franklin et derrière, ils n'avaient pas de plan. Et enfin, le process de l'embauche et l'annonce de l'embauche a été tardive alors que Franklin a été viré tôt. Il a été viré super tôt et l'annonce de l'embauche a été tardive. Je vais continuer à parler des points négatifs, après on va parler du positif quand même un petit peu. Ils ont complètement raté le recrutement lycéen à cause de ces problèmes de timing. Ils ont 1 ou 2 commits, je crois, sur le recrutement lycéen. C'est pas du tout dans l'habitude de Penn State. Alors d'accord, dans le college football actuel, on peut réussir sans avoir un bon recrutement lycéen. Maintenant, quand tu es un top programme, Indiana est une exception absolue dans ce qu'ils ont fait. Quand tu es un top programme, tu veux quand même avoir tes fondations qui sont bâties avec du recrutement lycéen, avec des mecs qui sont là, qui connaissent son système, que tu développes et en plus, c'est des super talents puisque tu vas recruter les meilleurs joueurs en sortie de lycée. Penn State qui avait quand même, sous James Franklin, la main mise sur le New Jersey, toute la région de New York, qui allait même taper en Virginie, etc., qui allait chercher les meilleurs prospects de là-bas pour les faire venir à Penn State. Voilà. Matt Campbell, il a quand même, il n'a jamais recruté aussi bien que ce que Franklin a fait, donc il y a quand même du taf au niveau de Penn State. Mais je suis d'accord avec toi sur l'aspect négatif et sur le truc de putain, t'avais tous les programmes qui se remplissaient le head coach et puis t'attendais Penn State, tu vois, c'était trop bizarre. Et je suis tout à fait d'accord avec l'aspect, bah, genre, ok, on a viré Franklin, mais maintenant on fait quoi, quoi, tu vois, c'était un peu ça, quoi, genre, attends, mais il faut recruter en fait derrière, ça suffit pas juste de virer, quoi. Et effectivement, maintenant, alors le fait de ne pas avoir on va dire une classe de recrutement lycéenne importante, c'est pas un problème en soi avec le portail de transfert, mais ça montre quand même que tu étais dans une espèce de flou important en termes de recrutement de manière globale et que forcément, ça ne donne pas forcément envie au head coach non plus de s'investir là-dedans. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est pour ça que moi, je ne suis pas hyper emballé. Après, il y a des choses positives. Hein. Matt Campbell, c'est quand même un très bon coach. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, Geoffrey. Oui, Matt Campbell est un très beau coach et c'est ce qui va sauver leur note pour moi, c'est parce que Matt Campbell est un très bon coach. Il va y avoir du renouveau offensif parce que c'est un des plus gros reproches qui était fait à Franklin, c'était l'attaque. Franchement, l'attaque de Penn State, c'était jamais excitant. Enfin, la fois où ça a été excitant, c'était quand il y avait Saquon Barkley, mais c'était grâce à Saquon Barkley, pas grâce au travail de coaching de James Franklin. Là, il va y avoir une attaque excitante. Il arrive avec Rocco Becht, donc le quarterback de Iowa State, avec pas mal de mecs de la O-line, avec pas mal de receveurs. Il arrive avec beaucoup de monde de son coaching staff. Donc, c'est des gens qui savent coacher, qui savent développer les joueurs, parce que ça, c'était une énorme force à Iowa State, c'était de développer les joueurs. Maintenant, en ayant accès aux ressources de Penn State et à la place que Penn State a, en fait, géographiquement dans le college football, parce que ils sont là où ils sont, c'est le seul gros programme jusque derrière. Il y a Virginia Tech, mais c'est plus ce que c'était. Derrière, du coup, tu arrives en Pitt. Voilà, tu arrives en Caroline du Nord, quoi. Ouais. Tu arrives à UNC qui est aussi dans une situation bizarre. Donc derrière, tu descends encore et tu arrives à Clemson et South Carolina. Et il y a plein de programmes dans cette région-là. Tu as Duke, mais bon, voilà, c'est pas Penn State, quoi. Et Penn State, ils sont là, ils sont rois de cette région sur le recrutement. Il y a quand même pas mal de monde qui veulent aller jouer à Penn State parce que ça reste un top programme et il va y avoir des opportunités. Il va y avoir des très bons joueurs qui vont aller jouer là-bas.
Je pense qu'il y aura un meilleur développement que sous Franklin. En tout cas, pour l'attaque, c'est sûr. C'est un très bon coach. Je pense il était très apprécié de ses joueurs, hein, parce qu'il a aussi réussi à garder des mecs un Rocco Becht l'an passé. Je pense qu'il est resté à Iowa State et il devait quand même avoir des très très belles offres parce que ça va être sa 3e saison en tant que titulaire et il sortait déjà d'une très belle saison en tant que sophomore. Voilà, il y a plein de joueurs qui vont arriver, qui vont connaître le système de Matt Campbell. Ouais. Maintenant, il y a une Donc, marche quand il même. y aura une transition qui va être tranquille, mais effectivement, il y a une marche importante et Iowa State sort pas non plus d'une saison extraordinaire. Et quand ils étaient attendus, c'est là où ils ont trébuché. Enfin, voilà, il y a quand même si c'est un bon head coach, je pense que c'était et c'est pour ça que moi je vais donner je vais donner un 6 sur 10 parce que je pense que Matt Campbell était un très bon coach pour Iowa State, mais je suis pas sûr qu'il soit un très bon coach pour une équipe comme Penn State, tu vois. Euh, et ça sera certaines notations, notamment au niveau de la SEC, ça va être des réflexions comme ça, en me disant des fois, aller voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs, alors, ou le chéquier, est plus important, on va dire ça comme ça. Bah finalement, tu réussis moins bien, quoi. Et je pense que ça risque, à mon avis, ça risque d'être un petit peu le cas pour Matt Campbell du côté de Penn State. Et que à Iowa State, t'es pas sous pression. À Penn State, tu l'es. Parce que, bah, mine de rien, Jeff Franklin, il a quand même été. Il a fait combien de saisons à 10 victoires avec Penn State? Il en a quand même enquillé des saisons top 15, etc. Alors, Et effectivement, il n'a pas réussi à sur, passer ce cap-là. Mais bon. il y avait pas mal de saisons top 15. Il y a un ou deux Rose Bowl quand même, hein, Ouais, tout à fait. Le Rose Bowl 2016 ou 2017 là, contre USC qui ouais. était assez mythique. Donc voilà, et je me dis, et Matt Campbell a Il y en a un toujours eu contre Utah aussi d'ailleurs, oui. très récemment. Et je me dis, tu vois, il vire James Franklin parce qu'il n'est pas capable de gagner les gros matchs, mais Matt Campbell n'a pas forcément été capable de gagner les gros matchs non plus. Alors, le contexte est totalement différent, je suis bien d'accord là-dessus. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis pas hyper emballé, tu vois, je me tâte entre le 5 et le 6, mais je trouve quand même que Matt Campbell, c'est un bon head coach, et je pense que c'est cool qu'il ait quand même une chance quand même de Ouais. partir dans un très gros programme. Donc je vais donner 6 sur 10 pour ce recrutement-là. Moi, je suis d'accord avec toi. 6 sur 10. Et c'est un 6 sur 10 parce que c'est Matt Campbell. S'ils avaient fini avec un coordinateur qui avait jamais été coach, alors ça peut marcher, hein, à Oregon, ça marche très très bien, mais enfin la situation est quand même différente parce qu'ils ont, enfin le mec qui est arrivé du système de Kirby Smart, enfin bref, peu importe. C'est un 6 sur 10 parce que c'est Matt Campbell qui arrive, qui est un très bon head coach. Maintenant, il y a le timing, il y a il y a tout le contexte, ça va être difficile, hein, parce qu'il arrive, il arrive dans un effectif. Donc, il n'y a pas de nouveaux mecs qui arrivent du lycée, donc il y a 36 transferts qui arrivent, mais il arrive quand même dans un effectif qui est brisé mentalement, hein, avec la saison qu'ils viennent de vivre. Même s'il y a même s'il y a du monde qui est parti, il y a quand même pas mal de. Il y a quand même, ça va quand même laisser des traces et qu'il va falloir se relever de ça et que le travail est difficile, quoi. C'est Penn State, c'est pas, t'es plus à Iowa State, donc maintenant il y a des attentes. Je pense qu'il aura un petit peu de crédit, il va être un peu tranquille sur la première saison parce qu'il sort d'une saison catastrophique, que il y a pas mal de départs, etc. Maintenant, va pas falloir traîner non plus. Ouais, parce que, bah, on l'a vu, hein, les facs sont de moins en moins patientes, hein. Jonathan Smith du côté de Michigan State était bien la preuve. Donc, à voir. Je suis d'accord avec toi. Je pense que même s'il aura une saison de transition, on va dire qu'il va devoir quand même faire le job rapidement, rapidement. Euh, c'est tout bon pour Penn State. On peut passer au dernier programme de la soirée. C'est bon pour toi, Geoffrey? C'est tout bon pour Penn State, ouais. Eh ben, on va finir par UCLA. UCLA qui a recruté notre ami, j'allais dire James Summerall, pas du tout, Bum Chesney, le head coach de James Madison. James Madison qui s'est qualifié pour les playoffs cette année. Donc sur le papier, c'est quand même un bon recrutement, non? Qu'est-ce que tu en penses? Enfin,
en faisant un peu de recherche et au moment du recrutement, j'ai vu pas mal de gens qui n'étaient pas hyper emballés. Moi, je trouve quand même sur le papier, en fonction de tout ça, je trouve que c'était quand même plutôt bien, quoi. Il a été capable de gagner du côté de James Madison après être passé après Kurt Cinetti. Donc franchement, qu'est-ce que UCLA pouvait espérer de plus, quoi. Franchement, vu la situation du programme, c'est une super embauche. Euh, alors oui, c'est James Madison, c'est la Sun Belt, d'accord, c'est pas incroyable. Maintenant, le mec, il a bossé longtemps avec Kurt Signetti, parce que c'était une promotion interne, il me semble, ou peut-être plus, mais enfin, en tout cas, il a déjà bossé avec Kurt Signetti. Il a enchaîné à James Madison, ils ont fait des très bons résultats, ils se sont qualifiés en playoff. Ce qui est quand même assez incroyable. James Madison, qui il y a 5 saisons était encore en FCS, hein, faut quand même le mentionner. Alors d'accord, il y a Kurt Signetti qui est passé, qui a propulsé le programme et qui a mis les fondations. Maintenant, quand Signetti il est parti avec tous les meilleurs joueurs quand même, et il a réussi à complètement rebondir de ça. Il n'a pas d'expérience du Power 4. Maintenant, il y a plein de coachs qui arrivent directement, qui arrivent du groupe of five. Il faut bien commencer par quelque part. UCLA, c'est quand même pas un top programme du Power 4. Il y a du taf, hein, parce qu'il Il enchaîne. y a du taf, ouais. Il arrive dans une situation difficile, Mhm. parce que il enchaîne avec Deshaun Foster qui a été catastrophique. À peine est-il parti que quand il y a eu c'était un assistant offensif, hein, c'était même pas un coach de position ou quoi, qui a pris le play call, qui immédiatement a battu Penn State. Bon, Penn State, il venait de perdre contre Oregon, mais quand même, à ce moment-là, Penn State n'était pas encore mort et enterré. Euh, Ils sont quasiment allés en bowl, je crois, alors que, enfin, ils faisaient un début de saison cataclysmique. Franchement, alors la situation est difficile. Maintenant, c'est un mec qui a su gagner à James Madison. Alors d'accord, c'est pas top programme, mais il a gagné à James Madison. Il a réussi à développer des mecs et à reconstruire un effectif après avoir été pillé entre guillemets par Kurt Signetti après son départ. À UCLA, il va avoir besoin de cette qualité-là. Et puis, ouais, il n'a pas d'expérience de recrutement à top niveau, mais Signetti n'en avait pas. Il arrivait à très bien analyser le talent. Et tu arrives quand même en Californie, tu es à une fac de Los Angeles, tu vas attirer des mecs. Tu vas peut-être pas faire une top 10 classe immédiatement, mais tu vas attirer des mecs sur le portail des transferts. Sur le portail des transferts, là, c'est pareil, hein. Alors, il faudra peut-être prendre des challenges et faire rebondir des mecs, mais Mhm. franchement, j'ai pas beaucoup d'attentes. Et puis, il arrive, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pression non plus à UCLA, Mhm. Non, c'est sûr. parce qu'ils sortent d'une situation catastrophique. C'est un des pires programmes de Big Ten, voire même du Power 4. Euh, moi, je trouve que c'est Mais moi, c'est une belle embauche. c'est une belle embauche, je suis d'accord. Quelqu'un qui a un parcours un peu particulier, c'est-à-dire il vient de Division 3, Division 2, FCS, FBS, enfin, il a vraiment. Et il a Mais gagné partout. oui, Donc, et il a suivi Signetti, hein, parce que c'est le même parcours hmm. que Kurt Signetti, hein. Il est assez jeune, hein, Il a il a moins de 40 50 ans, donc il a moins de 50 ans, ouais. Il a moins de 50 ans, ouais. Après voilà, comme tu l'as dit, il arrive dans un contexte particulier. Il a jamais été, comment dire, il a jamais été de ce côté-là des États-Unis aussi. C'est peut-être ça où je me dis, est-ce qu'il le contexte californien, qui ne maîtrise pas trop, c'est quelqu'un qui vient de Pennsylvanie, qui a toujours coaché du côté est des États-Unis. Bon, alors maintenant avec la Big Ten qui est un peu partout, voilà, il y a peut-être moins d'intérêt, mais en tout cas le contexte californien, il n'est pas forcément au courant de tout ça. C'est peut-être là où je mets un petit peu de bémol, mais encore une fois, je mets un bémol pour lui, mais je pense que UCLA, voilà, et je trouve que c'est du pain béni pour trouver quelqu'un de ce calibre-là. Donc moi, je suis plutôt emballé quand même, après avoir effectivement ce qu'il est capable de faire, mais les signaux quand même sont positifs. Moi, je vais être assez honnête, je pense que je vais donner un 7 sur ce recrutement-là, parce que au vu pareil, de l'état dans lequel
était UCLA, tu te dis, bah, tu récupères un coach qui était qualifié en playoff cette année, quoi. Aussi simple que ça, hein. Ouais. Et puis, enfin, et il a gagné à tous les niveaux. Il a gagné des titres de deuxième division. Il a joué des playoffs de deuxième division. Il a joué des playoffs de FCS avec Holy Cross. Il a gagné des matchs de playoffs de FCS avec Holy Cross. Pour ceux qui connaissent la FCS, c'est pas une mince affaire. Il a gagné 5 conférences de suite quand il était à Holy Cross. Sur les 6 saisons qu'il a passées là-bas, il a gagné la Sun Belt. Il a des titres de coach de l'année dans tous les sens, partout où il est passé, dont un titre de coach de l'année en FCS. C'est un mec qui sait bosser. Alors, ouais, il connaît pas la Californie. Maintenant, Nick Saban, quand il arrive à LSU et qu'il gagne son titre national en 2 saisons, il avait fait West Virginia, l'Ohio, et enfin, il venait de Virginie de l'Ouest. Il avait été joueur dans l'Ohio, il avait coaché dans le Michigan, il n'avait jamais quitté le nord-est des États-Unis. Il est arrivé, il a réussi. Kalen DeBoer, il arrive de Washington après avoir passé sa vie dans le Dakota du Sud et un petit peu en Californie. Il arrive à Washington, il va en playoff. Il arrive à Alabama, il arrive à aller en playoff. Alors, de façon contestable, mais il a des bons résultats. Pour moi, le fait qu'ils connaissent bien la région, alors c'est un plus. Maintenant, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut enterrer. Et puis pour le recrutement, d'accord, le head coach, il travaille au recrutement. Maintenant, ça se joue énormément au niveau des assistants. Par exemple, à Ohio State, tout le monde sait que avec le départ de leur coach receveur qui a été coordinateur offensif, pareil, j'ai oublié le nom, mais qui a sorti Jeremiah Smith, tous les mecs qu'on voit cartonner en NFL maintenant, les Garrett Wilson, Chris Olave, tout ça, il est parti être head coach à South Florida. Et Ohio State ne va plus dominer le recrutement des receveurs comme ils l'ont fait sur les 5-6 dernières saisons. Donc, les coachs de position ont un rôle très important là-dessus. Et en fait, le principal travail d'un head coach, c'est de bien s'entourer. Vu que c'est un mec qui a réussi à gagner partout où il est passé, je pense qu'il va être suffisamment intelligent pour bien s'entourer. Oui. Mais je suis, Voilà. je suis d'accord avec toi. Je pense que voilà, c'est pareil, c'est qui tu es, qui tu peux recruter. Je pense que de ce côté-là, c'est plutôt réussi. Brian Hartline, voilà, le nouvel coach de Ouais. USF, j'avais un trou de mémoire. Mais voilà, puis le terreau californien, même si effectivement le high school est peut-être moins important qu'il l'a été il y a quelques temps, ça reste quand même. T'es du côté de Los Angeles, donc forcément, tu as des recrues. Tu as un peu de pognon quand même à UCLA. Tu as le pognon de la Big Ten qui va pas tarder à arriver aussi. Donc, il y a quand même des choses. Tu devrais trouver quand même le moyen d'être compétitif. Après, voilà, on sait qu'il y a quand même une apathie de la ville vis-à-vis du sport, notamment du sport universitaire. Voilà, on sait dans quel état est le Rose Bowl à l'heure actuelle. Ouais. Donc, voilà. Ils vont changer de stade. Alors, il y a des rumeurs comme quoi UCLA irait jouer dans le stade des Rams. Je pense que c'est pas une bonne idée. Maintenant, je pense que ne plus jouer au Rose Bowl, c'est pas forcément une mauvaise idée. Peut-être aller dans un stade un peu plus petit que tu vas réussir à remplir plutôt que de t'entêter à aller jouer dans un stade immense qui est vide et qui sonne creux et qui est triste à voir. Ça, je pense que c'est une bonne idée par contre. Maintenant, aller dans un stade de NFL qui n'a pas l'âme d'un stade de college football, même si c'est un très beau stade, le stade des Rams et des Chargers à Los Angeles, le SoFi Stadium. C'est un stade de NFL, donc il est au milieu de nulle part, entouré de parking. Ça ne va pas régler le problème de faire venir les étudiants au stade, qui est quand même ce qui fait quand même tout le... qui est une des choses qui fait en tout cas que moi, et je sais que toi aussi tu aimes le college football, c'est d'avoir cette ambiance proche du football de club en Europe, que tu n'as pas du tout en NFL. Et si tu as un stade qui est loin du campus, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à avoir ça. Ouais, on est d'accord, hein, c'est des problèmes, c'est que c'est un très beau stade. Enfin, c'est un stade iconique, mais effectivement, la position dans Los Angeles, et puis c'est tellement le bordel de naviguer, de conduire dans Los Angeles que voilà, c'est compliqué. Vivement les JO 2028. Voilà. Tu mets quoi comme date, en fait, je ferai pour cette.
Moi, cette embauche? franchement, je vais mettre un 7 parce que Ok, pareil. enfin, c'est même surprenant en ayant qualifié James Madison en playoff qu'il n'ait pas eu des programmes supérieurs à UCLA qui se sont intéressés à son cas. Soyons clairs, hein. C'est vrai. Maintenant, il n'a pas beaucoup de pression. Je pense qu'il est capable de faire de bonnes choses pour UCLA. Voilà. Je pense qu'il est conscient qu'il va falloir être patient avant d'avoir des résultats. Donc, pour moi, c'est une très belle embauche pour UCLA. Ouais, on est d'accord là-dessus. Et ben on a été. Heureusement qu'on a coupé l'épisode en deux, Geoffrey, hein. Ouais, sinon, on vous aurait fait un film de 3 heures à écouter sur le C'est coaching ça. carousel. Donc quasiment 1 heure et demie d'émission. On a fait le débrief donc, de la Big Ten et de la Big 12. Donc on se revoit, je pense, la semaine prochaine, à mon avis, pour épisode sur la SEC et l'ACC. Voilà, une coaching carousel bien remplie. Geoffrey, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être de retour au micro. Ça fait plaisir. Merci à tous et merci à toutes pour votre écoute. Et nous, on se retrouve bientôt pour le deuxième épisode du coaching carousel. Salut tout le monde. Salut tout le monde, merci à tous.